Je m'appelle James. J'ai 34 ans et mes parents m'ont rayé de leur testament après que j'ai versé plus de 75 000 $ pour sauver leur maison de la saisie. Mais avant de vous raconter comment un simple SMS de 5 mots que j'ai envoyé a fait s'écrouler leur monde entier, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est bon de savoir que vous êtes là. La fin de mon ancienne vie ne s'est pas produite dans une explosion de gloire ou une dispute à crise ouverte. C'est arrivé tranquillement avec le bourdonnement d'un SMS un mardi après-midi. J'étais à mon bureau, essayant de résoudre un problème de codage qui me tracassait depuis toute la journée, lorsque mon téléphone s'est allumé. C'était mon père. J'ai senti ce nœud familier se serrer dans mon estomac, celui qui apparaissait toujours quand son nom clignotait sur mon écran. Au cours de la dernière décennie, un appel de mes parents signifiait généralement une chose, ils avaient besoin de quelque chose. De l'argent, un robinet qui fuit à réparer, un trajet pour un rendez-vous chez le médecin. Et comme toujours, je répondais présent. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je connaissais la vérité. Le message était court, direct et complètement inconscient du gouffre qui s'était ouvert entre nous quelques semaines auparavant. Il disait, l'hypothèque est due. Pas, salut, mon fils, comment vas-tu? Pas, j'espère que tu passes une bonne semaine. Juste 5 mots, une exigence, une attente, comme si rien n'avait changé, comme s'il ne s'était pas tenu dans son propre salon pour m'expliquer calmement que la maison dans laquelle j'avais investi ma sueur et mes économies ne seraient jamais à moi. Que tout, le toit que j'avais réparé, les canalisations que j'avais refaites, la cuisine que j'avais carrelée à nouveau, l'hypothèque que j'avais payée mois après mois, malgré la fatigue, allait à mon jeune frère Michael. J'ai regardé le message fixement. L'hypothèque est due. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Je pouvais sentir 10 ans de ressentiment, d'être considéré comme acquis, d'être le fils fiable, invisible, monté en moi. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de l'absence totale de reconnaissance, du manque de respect des involtes. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi le fils artiste qui ne pouvait pas garder un emploi plutôt que le fils qui soutenait toute leur vie. Ils m'avaient montré noir sur blanc sur un document juridique ce que je valais pour eux, rien. Mes doigts ont finalement bougé. J'ai tapé 5 mots à mon tour, 5 mots qui allaient mettre fin à une ère de servitude et déclencher une guerre que je n'avais jamais voulu mener, mais que je savais devoir gagner. J'ai appuyé sur envoyer. La petite bulle bleue est apparue sur mon écran. Demande à l'héritier. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai jeté sur le canapé et, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai pris une profonde inspiration qui était entièrement la mienne. J'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour travailler, mais sur un nouveau document que j'avais créé quelques jours plus tôt. Il s'intitulait de mon plan d'indépendance financière. Il était temps de se mettre au travail sur le seul projet qui comptait maintenant, me sauver moi-même. Pour comprendre pourquoi ces 5 mots portaient le poids d'une bombe nucléaire, il faut comprendre la décennie qui les a précédés. Ce n'était pas une grande trahison dramatique. C'était une lente combustion, un millier de petites coupures que l'on remarque à peine jusqu'à ce que l'on réalise que l'on est en train de se vider de son sang. Tout a commencé juste après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur de l'Oregon State. J'ai décroché un bon emploi dans une entreprise technologique à Portland. J'étais fier. Je pensais que mes parents, Richard et Denise, étaient fiers aussi. J'étais le premier Wilson à obtenir un diplôme universitaire. J'étais stable. J'étais responsable. Et c'est là, j'ai vite appris, ma malédiction. Mon père avait pris une retraite anticipée en raison de ce qu'il appelait toujours des problèmes de santé, un ensemble vague d'affections qui semblait s'aggraver chaque fois qu'un travail manuel était requis. Ma mère, Denise, n'avait jamais travaillé. Ils vivaient dans la même maison en briques de 2 étages à Salem qu'ils avaient achetée il y a 30 ans, la maison où j'ai grandi. C'était leur fierté et leur joie, mais les maisons, comme les gens, vieillissent et deviennent nécessiteuses. Mon jeune frère, Michael, était mon opposé en tout point. Il avait 30 ans, mais il avait la discipline financière d'un adolescent. Il passait d'un projet passionné à un autre, une chaîne YouTube qui a obtenu 50 vues, un compte TikTok où il faisait des danses affligeantes, un bref passage en tant que graphiste indépendant, où son seul client était ma mère, qui le payait pour concevoir un nouveau bulletin d'église. Il était charmant. Tout le monde le disait. Mais le charme ne paie pas le loyer, alors mes parents le payaient. Et quand ils ne le pouvaient pas, je le faisais. Mes week-ends au cours des 10 dernières années avaient un rythme, conduire 45 minutes de mon appartement de Portland à la maison de mes parents à Salem. La première chose que j'entendais n'était pas « Comment s'est passée ta semaine, mon fils ?»
C'était, James, Dieu merci, tu es là. Le broyeur d'ordures fait encore ce bruit. Je me souviens d'un samedi en juillet. Ça devait être il y a 5 ou 6 ans. La chaleur était torride. J'avais passé 8 heures sur leur toit à remplacer des bardeaux qui se décollaient depuis des années. La sueur coulait sur mon visage. J'avais mal au dos et mes mains étaient à vif. Je suis finalement descendu, épuisé, pour trouver mon père assis dans une chaise de jardin à l'ombre en train de boire une limonade. Michael était à l'intérieur du salon climatisé en train de monter une vidéo. « Tu as raté un endroit », a dit mon père en pointant le toit avec son verre. Il n'essayait pas d'être cruel. Il ne le voyait tout simplement pas. Il ne voyait pas la sueur, l'effort, le sacrifice. Il voyait juste une tâche à accomplir, et j'étais l'outil pour l'accomplir. J'ai juste hoché la tête, remonté sur l'échelle et réparé l'endroit. L'aspect financier était encore pire. Ça a commencé par de petites choses. « James, peux-tu nous avancer quelques centaines pour la facture d'électricité ? Mon chèque de pension est en retard. » Il n'était jamais en retard. Puis ça s'est aggravé. Il y a 3 ans, mon père m'a fait asseoir. La banque menaçait de réévaluer leur taux hypothécaire. Ils ne pouvaient pas se permettre les nouveaux paiements. J'ai vu la peur sincère dans les yeux de ma mère. Alors, j'ai fait ce que fait le fils responsable. J'ai pris en charge les paiements hypothécaires, tous les $2900 chaque mois. C'était une part énorme de mon salaire, mais quelle était l'alternative ? Les laisser perdre leur maison ? Ma propre vie a été mise en suspens. Ma petite amie de l'époque, Emma, ne pouvait pas le comprendre. Nous planifions des vacances, et je devais annuler parce que la voiture de ma mère avait besoin d'une nouvelle transmission. Nous épargnions pour un acompte sur notre propre logement, et cet argent était détourné vers un nouveau chauffe-eau pour eux. Ils t'utilisent, James, m'a-t-elle dit un soir, sa voix remplie d'une frustration que je ne pouvais pas encore me permettre de ressentir. Tu n'es pas leur fils. Tu es leur plan de retraite. Je suis devenu défensif. Ce sont mes parents, Emma. Ils ont besoin de moi. Non, a-t-elle dit, les yeux tristes. Ils ont besoin de ton portefeuille. Michael reçoit leur amour. Toi, tu reçois leur facture. Nous avons rompu quelques mois plus tard. Elle avait raison, bien sûr. Je n'étais tout simplement pas prêt à l'admettre. Le point de rupture, le moment où la lente combustion a finalement atteint la mèche, s'est produit un dimanche après-midi au début du printemps de cette année. J'étais chez eux en train de faire mon devoir hebdomadaire de trier leurs courriers et leurs factures parce que ma mère prétendait qu'elle ne pouvait tout simplement pas comprendre toutes ces histoires en ligne. J'étais à la table de la salle à manger, un tas désordonné d'enveloppes devant moi. Et là, il y avait une épaisse enveloppe de couleur crème d'un cabinet d'avocats. Sur le devant, en lettres noires nettes, il était écrit « Dernier testament et testament de Richard et Denise Wilson ». Je ne fouinais pas honnêtement, ma première pensée a été « Bien. Ils ont enfin mis de l'ordre dans leurs affaires. Je devrais probablement savoir ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir m'occuper des choses le moment venu, parce que qui d'autre s'en occuperait ? Michael. Il pensait probablement qu'un plan successoral était un nouveau type de portefeuille d'investissement pour la crypto. Ma mère était dehors en train de s'occuper de ses orchidées primées. Mon père faisait la sieste dans son fauteuil. La maison était calme. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai ouvert l'enveloppe. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas avec suspicion, mais avec un sentiment de devoir. J'ai parcouru le jargon juridique jusqu'à la page qui comptait, article 3, répartition des actifs. J'ai balayé les paragraphes, mes yeux cherchant mon nom, et puis je l'ai trouvé. C'était une phrase cachée à la fin d'un long paragraphe détaillant ce que Michael recevrait. Nous aimons nos 2 fils, James et Michael, et nous savons que James, avec sa carrière réussie et son esprit indépendant, comprendra notre décision de laisser l'intégralité de notre succession à son frère, qui aura davantage besoin de cette sécurité. Intégralité de la succession. J'ai relu. La maison que je payais, le compte d'épargne, celui que j'avais aidé à garnir, le nouveau SUV dans l'allée, celui que j'avais dû co-signer parce que leur crédit était foutu, même l'alliance de ma mère, tout à Michael. Mon héritage ? Une seule phrase me disant que je devrais comprendre. L'air a quitté mes poumons. J'avais l'impression que la pièce basculait. Il ne s'agissait pas de l'argent. J'avais ma propre carrière, mes propres économies. C'était le rejet désinvolte et brutal de tout ce que j'avais fait.
C'était la confirmation de toutes les craintes qu'Emma avait jamais exprimées. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur utilité. Et maintenant qu'ils avaient un plan pour après leur départ, un plan où Michael était en sécurité, mon objectif était rempli. À ce moment-là, ma mère, Denise, est entrée de l'arrière-cour tenant une paire de cisailles de jardinage. Elle a souri quand elle m'a vu. « Oh, James, tu es encore là. J'allais juste tailler les roses. Tu penses que tu pourrais jeter un coup d'œil au lave-vaisselle avant de partir ? Il fait encore ce bruit. » Je n'ai pas levé les yeux du papier. Je ne le pouvais pas. Je l'ai juste levé, ma main tremblant légèrement. « Maman, ai-je dit, ma voix rauque. Qu'est-ce que c'est que ça ? » Son sourire a disparu. Ses yeux ont balayé mon visage jusqu'au testament dans ma main. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une panique pure et sans mélange. Puis le masque s'est remis en place. « Oh, ça » a-t-elle dit, essayant d'adopter un ton léger. « C'est juste, tu sais, des papiers pour l'avenir. » J'y suis, ai-je dit, ma voix plate. Il est dit que vous m'aimez et que je devrais comprendre. Mon père, réveillé par nos voix, est entré dans la pièce en traînant les pieds. Il a vu le testament dans ma main et a laissé échapper un lourd soupir comme si c'était moi qui créais un problème. « James, ne sois pas si dramatique, » a-t-il dit, sa voix empreinte de déception. « Tu te débrouilles bien. » Michael. Michael est encore en train de se chercher. Il a besoin de ça. C'est pour sa sécurité. Un rire s'est échappé de mes lèvres. C'était un son amer et laid. Sa sécurité ? Il a 30 ans. Sa sécurité est financée par mon travail. Je paie l'hypothèque de cette maison. J'ai réparé le toit sous lequel vous vous tenez. J'ai cosigné pour la voiture que vous conduisez. J'ai investi ma vie dans cette famille, dans cette maison, dollar par dollar, heure par heure, et vous donnez tout à lui parce qu'il est en train de se chercher ? Nous voulions juste que ton frère se sente en sécurité, a murmuré ma mère, se tordant les mains. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Et moi, ai-je demandé, ma voix tombant à un calme glacial. Qu'en est-il de ma sécurité ? Ou est-ce que cela n'a pas d'importance ? N'étais-je que le pont pour vous amener à ce point, pour être mis au rebut une fois que vous étiez en sécurité de l'autre côté ? Silence. Le silence assourdissant et condamnant de deux personnes qui n'avaient pas de réponse parce que je venais de dire la vérité absolue. Il m'avait utilisé, et il n'éprouvait aucun remords. Il se sentait en droit de le faire. J'ai lentement remis le testament sur la table. Je me suis levé, ma chaise grinçant sur le plancher de bois franc. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'a appris à lancer une balle de baseball, mais jamais à me valoriser. J'ai regardé ma mère, la femme qui était censée être ma plus farouche protectrice, qui venait de me remettre mon propre avis d'expulsion de son cœur. Merci, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche, de m'avoir montré où je me situe vraiment. Je suis sorti de cette maison, la porte moustiquaire claquant derrière moi. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit, sans regarder en arrière. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne retournerais jamais à la vie que j'avais avant. La lente combustion était terminée. L'explosion allait arriver. Les 2 semaines qui ont suivi mon départ de la maison de mes parents ont été les plus calmes de ma vie, et les plus bruyantes. Le silence de leur part était absolu. Pas d'appel, pas de texto, pas de « Est-ce que tu vas bien, mon fils ?» C'était comme si j'étais tout simplement évaporé. Mais à l'intérieur de ma propre tête, c'était un enfer hurlant. Chaque souvenir des 10 dernières années s'est rejoué, mais maintenant il était souillé, empoisonné par la vérité que j'avais vue dans ce testament. Chaque fois que j'avais réparé un tuyau, payé une facture ou sacrifié un week-end, je n'avais pas aidé. J'avais encouragé. J'avais été un imbécile. Je suis passé par les étapes du deuil, je suppose. Au début, ce n'était qu'une douleur profonde et déchirante. Le petit garçon à l'intérieur de moi qui voulait juste l'approbation de ses parents pleurait. Comment ont-ils pu ? Après tout ce que j'avais fait, je faisais défiler de vieilles photos de famille sur mon téléphone, Noël, anniversaire, un voyage de pêche avec mon père il y a des années. Je ressentais un pincement de perte si vif qu'il me coupait le souffle. J'ai failli appeler ma mère une 12aine de fois, mon pouce planant sur sa photo de contact, voulant croire que tout cela était un énorme malentendu. Mais ensuite, la tristesse a commencé à tourner à la colère, une colère froide et dure qui était clarifiante. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix.
Ils avaient choisi. Et plus j'y pensais, plus je réalisais qu'Emma avait raison. Ils ne me voyaient pas. Ils voyaient une ressource, un compte bancaire fiable et inépuisable avec une boîte à outils. C'est à ce moment-là que le texto de mon père est arrivé. L'hypothèque est due. C'était le moment où le deuil est mort et où quelque chose d'autre est né. C'était la dernière poussée impitoyable qui m'a fait basculer. Ce n'était pas seulement qu'ils demandaient l'argent. C'était la façon dont ils demandaient, le droit, la présomption que, même après qu'ils m'aient montré que je ne comptais rien pour eux, je continuerais à jouer mon rôle consciencieusement. C'est alors que j'ai envoyé la réponse de 5 mots. Demande à l'héritier. Les conséquences immédiates ont été une vague de panique numérique de leur part. 10 minutes après mon texto, ma mère m'a envoyé un message. James, ce n'est pas drôle. Ton père est très contrarié. Tu dois nous appeler. J'ai ignoré. 1 heure plus tard, un texto de Michael. Mec, WTF, tu réagis de façon excessive. Maman et papa ne voulaient pas dire ça comme ça. Tu sais que je ne suis pas doué avec ces trucs. J'ai ignoré ça aussi. Mon silence était ma nouvelle arme. Pendant des années, ma voix n'avait pas compté, alors j'ai décidé de voir comment ils géreraient l'absence de mon argent. Mais les ignorer ne suffisait pas. Je devais me protéger. La colère s'était concrétisée en un plan. Cette nuit-là, je me suis assis à mon ordinateur portable et j'ai commencé le processus de démêlage méthodique et chirurgical de ma vie de la leur. C'était comme subir une opération sur moi-même sans anesthésie. Tout d'abord, le compte bancaire commun, celui que j'avais créé il y a des années pour faciliter les virements hypothécaires. Mon nom y figurait avec celui de ma mère. Je me suis connecté au portail bancaire. Mon salaire était directement versé sur ce compte depuis des années. J'ai vu le prochain paiement hypothécaire prévu dans 3 jours. J'ai vu une douzaine de petits débits, Netflix, l'épicerie, une station-service près de chez eux. Ils vivaient à mes dépens d'une manière dont je n'avais même pas pleinement conscience. Ma main a légèrement tremblé lorsque je suis allé dans les paramètres du compte. Fermez le compte. Un avertissement est apparu. Cela annulera tous les paiements programmés. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Étais-je sûr? Une décennie de ma vie, de mes gains, de mon sacrifice était liée à ce compte. Le fermer me paraissait définitif, me paraissait brûler un pont. Mais ensuite, j'ai imaginé les mots du testament. Nous savons que James comprendra. Oui, ai-je murmuré dans la pièce vide. Je suis sûr. J'ai cliqué sur le bouton. Un écran de confirmation est apparu. C'était fait. Ensuite, les services publics, la facture d'électricité, la facture d'eau, l'Internet. Tous étaient en prélèvement automatique depuis ma carte de crédit personnelle. J'avais configuré ça il y a des années après qu'ils aient eu leur courant coupé une fois pour avoir oublié de payer. Un par un, je me suis connecté au site web de chaque fournisseur. J'ai navigué dans les menus, mes clics précis et délibérés. Gérer les modes de paiement. Supprimer la carte. Annuler le prélèvement automatique. Clic et clic. Chaque clic était un petit acte de rébellion, une rupture. Ensuite, le SUV, celui que j'avais co-signé. C'était plus délicat. Je ne pouvais pas simplement supprimer mon nom. J'ai appelé la société de financement le lendemain. J'ai expliqué la situation à une femme au téléphone qui avait l'air ennuyée. Je suis co-signataire d'un prêt et je veux être retiré, ai-je dit. Ce n'est pas possible, monsieur, sauf si l'emprunteur principal refinance le prêt à son propre nom, a-t-elle récité, probablement pour la 100e fois ce jour-là. Et que se passe-t-il s'il ne peut pas être approuvé pour un refinancement à son propre nom, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Alors vous restez également responsable du prêt, a-t-elle dit. Si des paiements sont manqués, cela affectera votre code de crédit ainsi que la leur. J'ai ressenti une poussée de frustration. Bien sûr, il m'avait piégé. Mais ensuite, une idée m'est venue, une idée froide et simple. D'accord, ai-je dit. Merci pour l'information. J'ai raccroché. Je ne pouvais pas retirer mon nom du prêt, mais les paiements provenaient de mon compte. Où ils le faisaient. J'avais déjà fermé ce compte. Ils devraient trouver comment le payer eux-mêmes. S'il manquait un paiement, oui, cela entacherait mon crédit. Mais mon crédit était excellent. Je pouvais encaisser le coup. Le pouvait-il? Si ça devenait un défaut, la voiture serait saisie.
Ce n'était plus mon problème. La dernière étape était mon téléphone. Je suis allé dans mon calendrier et j'ai supprimé tous les rappels, appelé maman, vérifié l'ordonnance de papa, payé l'hypothèque des parents. Je les ai tous supprimés. Mon calendrier, pour la première fois depuis des années, était vide. Il était juste à moi. Quelques jours plus tard, le véritable désespoir de leur part a commencé. Ma mère a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Puis est venu le texto. James, j'ai reçu une notification indiquant que le paiement hypothécaire a échoué. Pourquoi as-tu fait ça? C'est sérieux. J'ai répondu avec la même logique froide qu'il m'avait enseignée. Ce n'est plus ma responsabilité. Selon votre testament, la maison appartient à Michael. L'hypothèque devrait être sa responsabilité aussi. Michael m'a texto à nouveau, cette fois avec plus de colère. Tu es tellement égoïste. Tu vas les laisser perdre la maison après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai regardé ce message. Tout ce qu'ils ont fait pour moi? Ils m'ont donné la vie, oui, mais ils ont passé la dernière décennie à exiger que je la paie avec intérêt. J'ai répondu, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est me rayer de l'actif le plus important de leur vie tout en s'attendant à ce que je paie pour cela. Ce que je fais maintenant s'appelle fixer une limite. Tu devrais chercher ça sur Google. Tu pourrais apprendre quelque chose. Il n'a pas répondu. La tempête s'était déchaînée. Les lignes étaient tracées. Je me tenais d'un côté, seul avec mon cœur meurtri et ma nouvelle liberté. De l'autre côté se tenait ma famille, blottis ensemble, sur le point de découvrir à quoi ressemblait la vie sans son filet de sécurité humaine. Ils n'avaient aucune idée jusqu'où j'étais prêt à les laisser tomber. Les jours qui ont suivi ma décision ont été étranges. C'était comme vivre dans le centre calme et tranquille d'un ouragan que j'avais créé. Mon téléphone, autrefois une source constante d'obligations, s'est tu. Le nœud dans mon estomac a commencé à se relâcher, remplacé par un fragile sentiment de paix. Mais je savais que les vents faisaient rage juste au-delà de ma vue, et ce n'était qu'une question de temps avant que les débris ne commencent à voler. J'ai commencé à reprendre ma vie en main de petite façon. J'ai acheté un nouvel appareil photo, quelque chose que je voulais depuis des années, mais je m'étais toujours dit que c'était une dépense trop frivole. J'ai commencé à me promener le matin avant d'aller au travail, à explorer les rues de Portland, à voir réellement la ville où je vivais au lieu de simplement l'utiliser comme base de départ pour mes voyages à Salem. Le premier signe que la tempête frappait leur côte est venu d'une source inattendue. Madame Lorraine, la voisine de mes parents depuis plus de 20 ans, m'a appelé. C'était une femme douce et fragile que j'avais aidé à porter ses courses plus de fois que je ne pouvais en compter. James, mon cher, a-t-elle dit, sa voix mince et inquiète. Je ne veux pas fouiner, mais est-ce que tout va bien avec tes parents? Ta mère est venue ce matin me demander si je connaissais de bons agents immobiliers. Elle avait l'air paniquée. Je n'en suis pas sûr, Madame Lorraine, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Nous avons eu une petite dispute. Oh, mon Dieu, a-t-elle dit. Eh bien, j'espère que vous allez régler ça. Ton père essaie de réparer la clôture entre nos cours depuis ce matin. Il a failli tomber. Il n'a pas l'air bien. Une partie de moi, l'ancien moi, a ressenti un pincement de culpabilité. Mais ensuite, une autre pensée a fait surface. Il n'a pas l'air bien. C'était la devise familiale. Le deuxième morceau de débris a volé une semaine plus tard, cette fois par texto d'un autre ancien voisin, Monsieur Walter. C'était un facteur à la retraite, un type direct. Son texto était brutal. James, tes parents ont reçu une lettre recommandée aujourd'hui. Elle avait l'air officielle de la banque. Après le départ du facteur, j'ai vu ta mère l'ouvrir, et elle s'est juste effondrée. Tu devrais les appeler. Une lettre recommandée. Je savais ce que cela signifiait, avis de défaut, la première étape juridique du processus de saisie. Ce n'était plus une suggestion. C'était un avertissement avec une date limite. Le véritable test est venu quelques jours après cela. Je rentrais du travail quand ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas, et mon sang s'est glacé. C'était Michael. Il avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement coiffés étaient en désordre. Ses yeux étaient grands ouverts de panique, et il serrait dans ses mains une épaisse pile de papier. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais une curiosité morbide a pris le dessus. Je l'ai déverrouillé et me suis tenu dans l'embrasure de la porte, bloquant son entrée. « Que veux-tu, Michael » ai-je demandé.
J'ai juste besoin de 5 minutes, mec, a-t-il dit, à bout de souffle. S'il te plaît. Je ne suis pas là pour demander de l'argent. Cela m'a surpris. Alors, pourquoi es-tu là? Il m'a tendu les papiers. C'était l'avis de défaut de la banque. Je ne comprends rien à ça, a-t-il dit, sa voix se brisant. J'ai appelé la banque, et ils ont commencé à utiliser tous ces mots, délinquance, clause d'accélération, période de rétablissement. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Je pensais que tu pourrais juste m'expliquer. Me dire quoi faire. J'ai regardé son visage désespéré puis les papiers. Il ne demandait pas une aumône. Il demandait la seule chose que je lui avais toujours donnée gratuitement, mes connaissances, mes compétences, mes conseils. Il me demandait de gérer sa crise pour lui. Qu'en est-il de ton héritage? Ai-je demandé avec désinvolture, ma voix dénuée d'émotion. Celui qui t'excitait tant. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, honteux. Ce n'est pas liquide. Maman et papa ont dit que tout était dans un portefeuille d'investissement. Si on le retire maintenant, il y a une énorme pénalité. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Tu ne pensais pas, ai-je répété, les mots flottant dans l'air entre nous. C'est ça le problème, Michael. Tu ne penses jamais. Tu supposes juste que quelqu'un d'autre pensera pour toi. Moi. Ce n'est pas comme ça, a-t-il balbutié. Je pensais que maman et papa avaient la situation en main. Ils ont toujours la situation en main. Non, ai-je dit, une clarté froide m'envahissant. Ils n'ont jamais eu la situation en main. C'est moi qui avais la situation en main, et maintenant je ne l'ai plus. C'est ce qui arrive. C'est la leçon que tu étais censé apprendre il y a 10 ans. Bienvenue à l'âge adulte. C'est un peu un choc, n'est-ce pas? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin. La vérité tranquille était plus dévastatrice que n'importe quel cri. Il est resté là sans voix, les papiers tremblants dans sa main. Je ne vais pas t'aider, Michael, ai-je dit doucement. Non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne devrais pas. Tu es l'héritier. Il est temps que tu apprennes ce que cela signifie vraiment. J'ai fermé la porte, le laissant debout dans le couloir. En retournant dans mon appartement silencieux, j'ai eu une pensée étrange. Je me suis souvenu avoir vu mon père dans la cour, ayant l'air parfaitement capable de faire des travaux manuels. Je suis allé sur mon ordinateur portable et j'ai ouvert le nouvel appareil photo que j'avais acheté. J'ai fait défiler les photos que j'avais prises, des paysages urbains, des ombres intéressantes, des portraits d'étrangers. Puis je me suis arrêté sur une photo. C'était une photo prise de loin que j'avais prise de ma voiture le jour où je suis passé devant leur maison. Elle était floue, prise à travers le pare-brise, mais elle était suffisamment nette. On voyait mon père, l'homme avec le mauvais dos, soulevant un sac d'engrais de 40 livres du sol. J'ai enregistré la photo dans un nouveau dossier sur mon bureau. J'ai intitulé le dossier épreuve. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça, pas vraiment, mais une petite voix froide au fond de mon esprit murmurait, la tempête n'est pas finie, et tu dois être prêt pour le véritable ouragan. L'ouragan a touché terre un samedi. Je venais de rentrer d'un atelier de photographie, me sentant clair et calme pour la première fois depuis des semaines. En entrant dans mon complexe d'appartements, je l'ai vu, la fourgonnette argentée de mes parents, celle que j'ai co-signée, était garée sur une place de visiteurs. Et debout près de l'entrée, comme un sinistre comité d'accueil, se trouvaient mon père, ma mère et Michael. Mon cœur a sombré. C'était ça, la dernière résistance désespérée. J'ai garé ma voiture, pris une profonde inspiration et marché vers eux. Je me sentais étrangement détaché, comme si je regardais une scène d'un film. Ma mère, Denise, a parlé en premier. Sa voix tremblait, et elle avait clairement pleuré. « James, nous ne voulions pas avoir à venir ici, mais tu ne réponds pas à nos appels. Les choses sont hors de contrôle. La banque envoie quelqu'un pour évaluer la propriété la semaine prochaine. » Mon père, Richard, avait l'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. La fanfaronnade confiante avait disparu, remplacée par un désespoir las. « Nous avons fait une erreur, mon fils, a-t-il dit, les yeux fixés sur le sol. Je le sais maintenant, mais si nous perdons la maison, ta mère, elle ne survivra pas. C'était le chantage émotionnel classique, celui qu'ils avaient perfectionné au fil des ans. Mais ça ne marchait plus. Le sort était brisé. Une erreur, ai-je demandé,
ma voix dangereusement calme. Oublier de sortir la poubelle est une erreur. Décider qu'un fils ne vaut rien après qu'il vous ait maintenu à flot pendant une décennie? Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Un choix délibéré. Alors ma question est, pourquoi? Quand vous vous êtes assis pour rédiger ce testament, pourquoi avez-vous décidé que je ne valais pas la peine d'être inclus? Mon père a tressailli. Il n'avait pas de réponse. Ma mère a fait un pas en avant. Nous pensions que tu serais toujours bien. Tu es fort. Tu as toujours été le fort. Et Michael a le droit d'être faible, ai-je rétorqué, me tournant enfin vers mon frère, qui était resté silencieux, les yeux fixés sur ses pieds. Il a le droit d'échouer et d'échouer encore et encore, et sa récompense est tout ce que j'ai jamais travaillé à maintenir, tandis que ma récompense est de me faire dire que je suis assez fort pour être mis au rebut. Nous ne savions pas que cela en arriverait là. Ma mère a plaidé, sa voix s'élevant de panique. Tu ne peux pas aider? Juste cette fois, juste pendant quelques mois jusqu'à ce que nous puissions stabiliser les choses. Nous allons changer le testament, je te le promets. J'ai failli rire. L'offre était si manifestement creuse. Ils ne le changeraient que maintenant que leur propre sécurité était menacée. J'ai secoué la tête lentement. Non. Non. Mon père a fait écho, sa tête se redressant brusquement, un éclair de la vieille colère dans ses yeux. Non, ai-je répété fermement. Et je veux que vous compreniez pourquoi. Ce n'est pas parce que je ne peux pas aider. C'est parce que si je le fais, rien ne changera. Vous retournerez directement à croire que vous n'avez jamais à le faire. Michael retournera directement à être un enfant, et je retournerai directement à être votre filet de sécurité. Cette vie est terminée. La leçon doit être apprise par vous tous. Michael m'a finalement regardé, ses yeux remplis d'un mélange déconcertant de ressentiment et de désespoir. Je ne réalisais pas que c'était si compliqué, a-t-il murmuré. Je pensais que tu partirais un peu et que tu reviendrais ensuite. Tu reviens toujours. C'était mon erreur, ai-je dit. Pas cette fois. Je me suis retourné et suis passé devant eux dans mon immeuble sans un autre mot. Je pouvais sentir leurs yeux sur mon dos, mais je ne me suis pas arrêté. Ça, je pensais, c'était la fin, mais j'avais sous-estimé leur capacité à la cruauté. Une semaine plus tard, j'étais au travail quand ma collègue Olivia s'est penchée par-dessus la cloison de mon box. « Eh, James » a-t-elle dit, ayant l'air mal à l'aise. « Es-tu beaucoup sur Facebook ? Tu devrais peut-être vérifier la page de ta mère. » Un sentiment d'appréhension m'a envahi. J'utilisais rarement Facebook, mais je me suis connecté, et c'était là. Ma mère avait lancé une campagne de diffamation publique à grande échelle. Elle avait posté une photo de leur maison, une belle photo de l'été avec ses roses en pleine floraison. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive. C'est la chose la plus déchirante qu'un parent puisse vivre, a-t-elle écrit, de voir son propre fils lui tourner le dos dans son moment de besoin, d'abandonner ses parents malades et vieillissants, refusant d'aider après tout ce que nous avons sacrifié pour lui. Nous pouvons perdre notre maison, mais la perte de notre fils fait plus mal. Mon père avait renchéri avec un poste à lui. Nous avons élevé James pour qu'il soit un homme de caractère, un homme qui aime sa famille. Nous n'avons jamais pensé qu'il serait celui qui partirait quand nous aurions le plus besoin de lui, tout cela à cause d'un malentendu au sujet de l'argent. La maison n'est que des briques et du mortier, mais la famille est censée être éternelle. Mais le poste de Michael était celui qui a fait bouillir mon sang. Il a posté une photo artistique en noir et blanc d'une fleur fanée. Certaines personnes ne savent être gentilles que quand elles vous regardent de haut, a-t-il écrit. Mais au moment où la famille leur demande d'être égale, de se baisser et d'aider à porter le fardeau, elles s'enfuient et appellent ça de la force. J'appelle ça de la lâcheté. Les commentaires étaient un déluge de sympathie pour eux. De vieux amis de la famille, des parents éloignés, oh, Denise, je suis tellement désolé. Je pense à vous, Richard. Michael, ton frère devrait avoir honte de lui. J'étais jugé et condamné devant le tribunal de l'opinion publique sur la base d'une fabrication complète. Ils avaient pris ma douleur et l'avaient tordue en une arme contre moi. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon appartement, la lueur de l'écran illuminant la rage sur mon visage. Ils voulaient une bataille publique ? Très bien. Ils allaient en avoir une. Mais je n'allais pas me battre avec leurs armes d'émotion et de mensonges. J'allais me battre avec les miennes, la vérité froide, dure et indéniable. J'ai ouvert le dossier épreuve sur mon bureau.
J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai commencé à composer un post à moi. Il était court, il était simple, et il était dévastateur. J'ai écrit, il y a deux côtés à chaque histoire. Au cours de la dernière décennie, j'ai soutenu tranquillement ma famille. En réponse, ils m'ont récemment montré leur plan pour l'avenir. Mon silence depuis lors a été interprété comme un consentement à leur récit. Ce n'est pas le cas. Mon silence était moi attendant le bon moment pour partager la vérité. Ce moment est maintenant. Puis j'ai joint les preuves. Pièce jointe 1, une photo d'une clarté cristalline de la page de répartition des actifs du testament avec la ligne « Laissons l'intégralité de notre succession à son frère », mise en évidence. Pièce jointe 2, une capture d'écran des 3 dernières années de paiements hypothécaires de mon compte bancaire. Plus de 75 000 $ de paiements clairement visibles. Pièce jointe 3, une capture d'écran du texto de mon père, l'hypothèque est due. Pièce jointe 4, une capture d'écran de ma réponse, demande à l'héritier. Pièce jointe 5, la photo floue que j'avais prise de ma voiture de mon père malade et vieillissant soulevant le sac d'engrais de 40 livres. J'ai regardé le poste fixement pendant une minute entière. C'était le point de non-retour. C'était étaler le linge sale de ma famille pour que le monde entier le voie. Une partie de moi criait de ne pas le faire, mais la partie de moi qui avait été réduite au silence pendant une décennie criait plus fort. J'ai cliqué sur publier. L'effet a été instantané. C'était comme jeter une allumette dans une usine de feux d'artifice. Les premiers commentaires ont été de choc, puis d'indignation, mais pas dirigés vers moi. Un vieil ami du lycée a écrit « James, je suis sans voix. Tu es l'un des gars les plus décents que je connaisse. Qu'il fasse ça est incroyable. » Mon ancien collègue Ben, qui travaillait dans l'immobilier, a commenté « Une hypothèque co-signée sur une propriété dont vous n'êtes pas le bénéficiaire testamentaire est une faute professionnelle financière. James, je suis tellement désolé que tu aies été mis dans cette position. » La tendance s'est inversée en quelques minutes. Les mêmes personnes qui offraient de la sympathie à mes parents étaient maintenant silencieuses ou supprimaient leurs commentaires. Mon post était partagé et partagé encore. En une heure, le post de ma mère, le post de mon père et le post de Michael ont tous été supprimés. Quelques heures après cela, leurs profils entiers ont été désactivés. Ils avaient commencé une guerre publique armée de mensonges. Je l'avais terminée avec une seule volée brutale de la vérité. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas heureux. Je me sentais juste vide. L'ouragan était passé, et il ne restait que l'épave. J'avais gagné, mais j'avais perdu toute ma famille dans le processus. Les jours qui ont suivi ce que mes amis ont commencé à appeler le jour du jugement Facebook ont été surréels. La bataille publique était terminée, mais la guerre privée avait laissé un paysage de ruines dans lequel je devais maintenant naviguer. Le silence de ma famille n'était plus un choix, c'était une conséquence. Un profond fossé permanent s'était ouvert, et mon poste avait été la dernière explosion de dynamite qui l'avait rendu infranchissable. Les retombées sont survenues de manière inattendue. Le lundi après le drame du week-end, ma patronne, Victoria, m'a appelé dans son bureau. C'était une femme pointue et pragmatique à la fin de la quarantaine, et j'étais sûr que j'allais recevoir une leçon sur la conduite professionnelle et les médias sociaux. Elle a fermé la porte et m'a fait signe de m'asseoir. « James », a-t-elle dit, son expression illisible. « J'ai vu l'activité sur Facebook ce week-end. » « Victoria, je suis désolé si ai-je commencé, mais elle a levé une main. »« Ne t'excuse pas », a-t-elle dit, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Je ne suis pas là pour te faire la morale. Je suis là pour te dire que la famille de mon premier mari a essayé de faire quelque chose de similaire avec son assurance vie après son décès. La famille peut être un champ de bataille. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Ton travail est sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Prends soin de toi. C'est un ordre. » J'étais tellement abasourdi que je n'ai pu que balbutier un remerciement. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la solidarité. Une reconnaissance tranquille d'une alliée de haut rang que mon combat était justifié. Cela signifiait plus que 1000 commentaires sympathiques sur Facebook. Le soutien a continué à venir de coins étranges. Mon ex, Emma, m'a envoyé un texto. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis plus d'1 an. J'ai vu le post. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était temps. Je ne suis pas surprise, mais je suis désolé que ça soit devenu aussi moche. Est-ce que tu vas bien? C'était une petite branche d'olivier, une validation d'années de sa propre frustration,
et ça faisait étonnamment du bien. Je commençais à réaliser que la famille que j'avais tant essayé de satisfaire n'était qu'une petite partie de mon monde. J'avais des amis, des collègues, une communauté, des gens qui me voyaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. La pièce la plus accablante de l'épave, cependant, était quelque chose que je savais déjà, mais que je devais maintenant affronter. Le récit de la mauvaise santé de mon père avait été le chantage émotionnel qui sous-tendait toute leur stratégie financière depuis des années. Mon post Facebook avec la photo du sac d'engrais l'avait publiquement remis en question, mais j'avais besoin de le régler dans mon propre esprit. Cette confirmation n'est pas venue d'un médecin violant la vie privée. Elle est venue de nouveau de mes propres yeux. Environ une semaine après le post, sur un coup de tête, je suis allé en voiture dans un parc près de leur quartier. Il y avait un practice de golf public. Et alors que j'étais assis dans ma voiture sur le parking, je l'ai vu, mon père. Il était avec 2 de ses copains, et il balançait un club de golf avec un mouvement fluide et puissant qu'un homme avec une véritable affection dorsale invalidante ne pourrait jamais faire. Il a ri. Il s'est penché pour poser une autre balle. Il a balancé à nouveau. Il avait l'air bien, heureux même. Et à ce moment-là, j'ai senti les dernières traces de culpabilité à l'intérieur de moi se flétrir et mourir. Tout était un mensonge. Tout le récit était une fiction soigneusement construite pour me maintenir à ma place, pour continuer à faire couler l'argent. La maladie, la fragilité, le besoin, c'était un costume qu'ils portaient quand c'était pratique. La dernière nouvelle de leur monde est venue par le bouche à oreille. Monsieur Walter, le facteur retraité, m'a envoyé un texto. James, un agent immobilier a mis un panneau à vendre dans la cour de tes parents ce matin. On dirait qu'ils essaient de vendre avant que la banque ne s'en empare. Alors c'était ça leur solution, pas de faire en sorte que Michael trouve un emploi, pas de réduire la taille, mais de vendre la chose même pour laquelle ils avaient détruit notre famille, dans l'espoir d'encaisser avant que les conséquences ne les rattrapent. J'étais assis dans mon appartement cette nuit-là, le calme ne se sentant plus vide, mais paisible. L'épave était tout autour de moi, oui, mais je me tenais sur un terrain solide. J'avais survécu à l'ouragan. Je n'étais plus une victime, j'étais un survivant. Et pour la première fois, j'ai commencé à penser non pas à ce que j'avais perdu, mais à ce que je pouvais construire à sa place. Les 6 mois suivants ont été consacrés à la reconstruction, pas une maison, pas une relation, mais moi-même. Le silence de ma famille était total, et j'ai appris à le chérir. C'était le son de la liberté, le son de mes propres pensées, de mes propres priorités, de ma propre vie prenant enfin le centre de la scène. Je me suis investi dans ma photographie. Je me suis inscrit à un cours du soir sur l'éclairage de portrait. J'ai passé mes week-ends à explorer la côte de l'Oregon, les gorges du Columbia River, les forêts autour du mont Hood. Mon nouvel appareil photo toujours avec moi. Je capturais la lumière, les ombres, des moments de beauté tranquille. Je m'apprenais à voir le monde à nouveau, non pas comme une série de problèmes à résoudre, mais comme un lieu de potentiel émerveillement. Mon ami Marcus, qui possédait un petit café en centre-ville, a vu certaines de mes œuvres. James, c'est vraiment bien, a-t-il dit un après-midi, regardant une impression que j'avais faite d'une vieille jetée délabrée au lever du soleil. Tu devrais en exposer ici, laisser les gens les voir. L'idée me terrifiait, de mettre mon travail, ma vision à la portée du jugement public. Mais j'ai alors réalisé que j'avais déjà affronté le pire jugement public imaginable et que j'avais survécu. Qu'était une petite critique d'art comparée à cela? Alors nous l'avons fait. Nous avons dégagé un mur dans le café, et j'ai accroché une douzaine de mes meilleures photos. J'ai appelé la petite exposition au silence retrouvé. Le soir du vernissage, une petite foule d'amis et d'habitués du café s'est rassemblée. Une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant, probablement dans la soixantaine, se tenait devant une photo que j'avais prise des mains d'une femme âgée enroulée autour d'une tasse de café chaude. Je ne sais pas pourquoi, m'a-t-elle dit, les yeux embués, mais chaque photo de vous a l'impression de parler pour quelqu'un qui est resté silencieux pendant longtemps. J'ai juste souri. Elle avait parfaitement compris. Le véritable tournant, le moment où j'ai su que la guérison était réelle, est venu quand j'ai décidé de rechercher la seule personne qui pourrait comprendre mon histoire mieux que quiconque, mon oncle Robert. C'était le frère cadet de mon père, et il était brouillé avec la famille depuis 15 ans. Le récit familial était que Robert était égoïste et peu fiable. Maintenant, je commençais à remettre en question tous les récits familiaux qu'on m'avait jamais racontés. J'ai trouvé son numéro par l'intermédiaire d'un cousin et je l'ai appelé. Je ne l'ai pas croisé par hasard, je l'ai recherché.
J'avais besoin de savoir. Nous nous sommes rencontrés dans un parc tranquille surplombant la rivière Willamette. Il ressemblait à mon père, mais ses yeux étaient plus calmes, ses épaules moins chargées. Je me demandais quand tu appellerais, a-t-il dit après que nous nous soyons assis sur un banc. Tu savais, ai-je demandé. J'ai vu les feux d'artifice sur Facebook, a-t-il dit avec un sourire ironique. La performance de ta mère était familière. Elle a toujours été dramatique. Il a regardé l'eau. Laisse-moi deviner, tu étais le responsable, celui qui réparait les choses, payait les choses, et ton frère était celui qui avait du potentiel et qui avait besoin de protection? J'ai juste hoché la tête, abasourdi. Mon frère aîné, ton père, a poursuivi Robert, il a toujours été l'enfant chéri. J'étais celui qui était censé réparer ses erreurs. Nos parents m'ont fait la même chose que tes parents t'ont fait. Ils m'ont rayé du testament pour tout laisser à lui. Quand je l'ai découvert, je les ai confrontés, et ils m'ont traité d'égoïste et d'ingrat. C'était comme écouter un fantôme de mon propre avenir. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Je suis parti, a-t-il dit simplement. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais ma vie n'a pas vraiment commencé tant que je ne l'ai pas fait. Parfois, James, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour des gens comme ça, c'est de les laisser ressentir tout le poids de leur propre choix. Le plus grand cadeau que tu puisses leur faire est l'absence de ton aide. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a dit qu'il avait entendu d'un cousin que mes parents avaient du mal à vendre la maison. Les acheteurs potentiels demanderaient des dossiers d'entretien, et Michael, qui vivait maintenant avec eux, se contenterait de regarder fixement. Il ne savait pas comment répondre parce qu'il n'avait jamais fait attention. Il ne savait pas la dernière fois que la chaudière avait été entretenue ni qui avait installé le nouveau chauffe-eau parce que j'avais tout fait. Parler à Robert n'était pas seulement une validation, c'était une libération. Je n'étais pas une anomalie singulière, un fils uniquely failed. Je faisais partie d'un schéma, d'un cycle dysfonctionnel générationnel, et j'étais celui qui l'avait brisé. Quelques semaines après cela, j'ai reçu un email que je pensais être une erreur. Il provenait d'un agent littéraire à New York. Elle avait vu mon post Facebook, qui avait été partagé dans un groupe pour les survivants d'abus émotionnels familiaux, et elle avait été intriguée. Elle avait trouvé mon petit blog de photographie où j'avais commencé à écrire de courtes légendes, des réflexions sur mon parcours. Je crois que vous avez une histoire qui doit être racontée, a-t-elle écrit, une histoire puissante sur l'estime de soi, les limites et la libération. Avez-vous déjà envisagé d'écrire un livre? Un livre? L'idée était absurde. Mais alors que j'étais assis là à regarder son email, j'ai réalisé que mon parcours avait bouclé la boucle. Ce qui a commencé comme une douleur privée avait été forcé dans l'œil du public, et maintenant cela avait le potentiel de devenir une source d'objectifs publics. J'ai hésité. Est-ce que je voulais commercialiser ma douleur, transformer l'épave de ma famille en un produit? Puis j'ai pensé à ma conversation avec Robert. J'ai pensé à la femme dans le café. J'ai pensé aux centaines de messages que j'avais reçus d'étrangers qui disaient « Ton histoire est mon histoire ». J'ai répondu à l'agent. Je lui ai dit que j'étais intéressé, mais à une condition, une part importante de tous les bénéfices serait versée à une association caritative qui fournit des conseils et un soutien aux personnes essayant d'échapper à des dynamiques familiales toxiques. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait même plus de validation. Il s'agissait de transformer la blessure la plus profonde de ma vie en une source de guérison, non seulement pour moi, mais pour toute autre personne qui se sentait seule dans cette même lutte silencieuse. C'était une nouvelle aube, et j'étais enfin prêt à entrer dans la lumière. Cela fait 1 an maintenant, 1 an que j'ai envoyé ce SMS de 5 mots. Le monde ne s'est pas terminé, il s'est juste réorganisé. J'ai entendu par mon oncle Robert que mes parents avaient finalement vendu la maison. Ils ont dû baisser considérablement le prix à cause de l'entretien différé qui s'était accumulé au cours des années depuis mon départ. Ils ont acheté un petit condo dans une communauté de retraités à 1 heure de là. Michael n'est pas allé avec eux. Il a dû trouver un vrai emploi, un poste de débutant dans un grand magasin à succursales multiples, pour se payer son propre petit appartement. La banque de James a été définitivement fermée, et la réalité était finalement venue pour tout le monde. Je ne ressens aucune satisfaction de leur chute. Je ne ressens plus grand-chose à leur sujet. Ce ne sont que des gens que je connaissais, des personnages d'une histoire qui a déjà été racontée. La colère est partie. La douleur est partie. Tout ce qui reste est une cicatrice, et comme toute cicatrice, c'est un rappel d'une blessure qui a guéri,
d'une bataille à laquelle on a survécu. Mon livre, L'air que vous n'avez jamais demandé, sortira au printemps. L'écrire a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai dû revisiter chaque souvenir douloureux, chaque affront, chaque moment de trahison. Mais cette fois, je n'étais pas une victime dans l'histoire, j'étais l'auteur. J'ai contrôlé le récit, et ce faisant, j'ai enlevé la dernière parcelle de pouvoir qu'ils avaient sur moi. Puis vint la partie la plus délicate, la fourgonnette argentée, celle que j'avais co-signée il y a 2 ans quand leur vieille voiture est tombée en panne et que leur crédit était trop mauvais pour obtenir un prêt par eux-mêmes. C'était ma plus grande vulnérabilité. Je ne pouvais pas simplement retirer mon nom. J'ai appelé la société de financement le lendemain, l'Estomanway. J'ai expliqué la situation à une femme au téléphone qui avait l'air de lire un script. Je suis co-signataire d'un prêt et je dois être retiré. J'ai dit, ce n'est pas possible, monsieur, a-t-elle récité d'un ton monotone. La seule façon de retirer un co-signataire est que l'emprunteur principal refinance le prêt uniquement à son propre nom. Et que se passe-t-il s'ils ne peuvent pas être approuvés pour un refinancement par eux-mêmes? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Alors vous restez également et pleinement responsable du prêt, a-t-elle dit. Si des paiements sont manqués, cela aura un impact négatif sur votre code de crédit ainsi que sur la leur. J'ai ressenti une poussée de frustration chaude. Bien sûr, il m'avait piégé. Mon nom était sur le coup. Mais alors une idée m'est venue. Une idée froide, simple et impitoyable. Il voulait jouer à des jeux avec des documents légaux. Très bien. On peut jouer à 2. D'accord. Ai-je dit de nouveau sur la ligne. Je comprends. Merci pour l'information. J'ai raccroché. Je ne pouvais pas retirer mon nom du prêt, mais les paiements étaient automatiquement débités du compte conjoint que je venais de fermer. Ils devraient trouver comment effectuer les paiements eux-mêmes. Maintenant, s'il manquait un paiement, oui, cela entacherait mon excellent crédit, mais je pouvais encaisser le coup. Je pouvais me rétablir, le pouvait-il? Si cela devenait un défaut, la voiture serait saisie. Et cela, ai-je décidé avec un sentiment de finalité effrayant, n'était plus mon problème. La dernière étape a été un nettoyage numérique. Je suis allé dans le calendrier de mon téléphone et avec une satisfaction sombre, j'ai supprimé chaque rappel récurrent qui avait encombré ma vie pendant des années. Appeler maman pour prendre des nouvelles. Supprimer. Rappeler à papa le rendez-vous chez le cardiologue. Supprimer. Payer l'hypothèque des parents. Supprimer. Je les ai tous supprimés. J'ai regardé mon calendrier, pour la première fois dans ma vie d'adulte, devenir une ardoise vierge. C'était vide. C'était juste le mien. Quelques jours plus tard, le vrai désespoir de leur part a commencé. Et il était clair qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait. Ma mère a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça aille à la messagerie vocale. Puis est venu le texto. James, je viens de recevoir une notification de la banque indiquant que le paiement hypothécaire a échoué. Il doit y avoir un problème avec le compte. Peux-tu enquêter? C'est sérieux. J'ai répondu avec la même logique froide et irréfutable qu'ils avaient utilisée sur moi. Il n'y a pas de problème avec le compte, maman. Je l'ai fermé. Selon votre testament, la maison appartient à Michael. L'hypothèque qui l'accompagne devrait être sa responsabilité, aussi. Michael m'a texto à nouveau et cette fois son ton n'était pas cajoleur. Il était furieux. Tu es tellement égoïste. Tu vas vraiment les laisser perdre la maison après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai regardé ce message, à l'audace pure et inébranlable de celui-ci. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, ils m'ont donné la vie, oui, mais ils avaient passé la dernière décennie à me faire sentir que je remboursais une dette impayable pour le privilège. J'ai répondu lentement, choisissant mes mots comme des poignards. Ce qu'ils ont fait pour moi, c'est déclarer légalement que je ne suis pas leur héritier tout en s'attendant à ce que je sois leur financier. Ce que je fais maintenant s'appelle fixer une limite. Tu devrais chercher ça sur Google. Tu pourrais apprendre quelque chose sur le fait d'être un adulte. Il n'a pas répondu. La tempête avait éclaté. Les lignes étaient tracées dans le béton. Je me tenais d'un côté seul avec mon cœur meurtri et ma terrifiante liberté retrouvée. De l'autre côté se tenait ma famille, blottis ensemble dans leur château, sur le point de découvrir que les murs étaient faits de papier et que les douves venaient d'être asséchées. Et ils n'avaient absolument aucune idée de jusqu'où j'étais prêt à les laisser tomber pour apprendre leur leçon. La semaine dernière,
Je suis passé en voiture devant la vieille maison sur Maple Avenue. Une nouvelle famille y vivait. Un jeune couple avec une petite fille qui faisait du tricycle sur le trottoir. J'ai vu le papa sortir et la soulever, la faisant tourner alors qu'elle criait de rire. Il y avait tellement de joie dans ce petit moment. La maison avait l'air plus heureuse. Elle était enfin remplie du genre d'amour qu'elle méritait. Je n'ai pas ressenti de sentiment de perte. J'ai juste souri et j'ai continué. Ce n'était plus ma maison. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. C'est une question de confiance. C'est une question de qui se présente pour vous quand les temps sont durs, pas de qui s'attend à ce que vous fournissiez tous les jetons. La famille est la maison que vous construisez d'abord à l'intérieur de vous-même. Un lieu de respect de soi, de limites, de savoir que vous êtes digne d'amour sans avoir à le payer. Ma famille maintenant, c'est mon oncle Robert, avec qui je déjeune un dimanche sur 2. C'est mon ami Marcus, qui expose toujours mes photos dans son café. C'est ma patronne, Victoria, qui a vu une autre survivante en moi. C'est la communauté de lecteurs qui m'écrivent chaque jour, partageant leurs propres histoires de libération. Ma vie est plus petite maintenant à certains égards. Pas de grand Noël en famille, pas de dîner chaotique de Thanksgiving, mais elle est aussi infiniment plus grande. Elle est plus calme. Elle est plus authentique. Elle est à moi. Et je n'échangerai ça pour aucun héritage au monde. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Je serais honoré si vous partagiez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre.